Bienvenue à cette conférence de lancement enregistrée au CNC dans les conditions du direct, qui est diffusée dans le cadre de cette édition entièrement en ligne du Paris Image 2021. Avec moi, 6 intervenants qui vont débattre sur un sujet d'une actualité toujours brûlante, tourner et produire en temps de crise, comment la France s'adapte et prépare l'après. Ils vont donc nous parler esprit de résilience, mais aussi livrer des perspectives sur la manière dont la filière française a su s'adapter et va rebondir. Mais en introduction, je laisse la parole à Dominique Boutonnat, président du CNC. Merci à vous et bonjour à tous. Et bonne année, d'abord, 2021, puisqu'on peut encore le dire. Je suis vraiment heureux que cet événement ait lieu, malgré évidemment la situation sanitaire du moment. Donc aujourd'hui, ça va faire un peu moins d'un an depuis le début de la pandémie, après tous ces mois d'inquiétude, de bouleversement dans nos vies, à la fois évidemment personnelles, mais aussi bien sûr professionnelles. Ce que je voulais rapidement, c'est faire le point. D'abord faire le point, je vous promets, très rapidement sur les mesures qui avaient été instaurées par le gouvernement et qui perdurent, sur les mesures qu'on a mises en place au CNC à partir de mars dernier, pour vous accompagner dans vos difficultés, mais aussi sur les mesures qu'on va déployer à partir de maintenant. On a commencé un peu sur un certain type de mesures et des nouvelles pour accompagner et lancer le rebond et la transformation de notre filière. Alors, sur les mesures d'urgence mises en place par l'État, notre secteur s'est trouvé à l'arrêt lors du premier confinement en mars de l'année dernière, avec une fermeture totale des salles et l'arrêt de près de 500 tournages à l'époque. Et quand on ne tourne pas, vous le savez tous, c'est toute la filière qui est au point mort. Très vite, le gouvernement a mis en place des mesures d'urgence pour sauver l'emploi, préserver l'activité dans nos secteurs comme dans l'ensemble de l'économie française. Prise en charge à 100% des indemnisations du chômage partiel, année blanche pour les intermittents du spectacle, prêts garantis par l'État, fonds de solidarité et report, voire annulation partielle des charges fiscales et sociales. Autant de mesures qui ont été nécessaires et qui le sont encore, qui ont permis à nos entreprises de ne pas sombrer. Voilà pour ce qui était des mesures gouvernementales. Et de notre côté CNC, on a mis en place aussi un certain nombre de choses. Et surtout, au tout début, on a mis tout en œuvre pour que nos missions se poursuivent et qu'on puisse très vite verser nos aides, s'organiser pour les verser et accélérer même parfois le versement. Puis, on s'est rendu compte que l'enjeu pour l'organisation du déconfinement à l'époque, donc au mois de mai, c'était d'assurer la reprise des tournages qui ont évidemment un effet d'entraînement sur toute la filière, des auteurs jusqu'aux industries techniques, évidemment en passant par les producteurs, la distribution, les salles et les diffuseurs. Plusieurs choses. On a mis en place un fonds d'assurance public à hauteur de 50 millions d'euros, qui permettait de garantir le Covid, et on a structuré un fonds d'assurance privé de 50 millions d'euros supplémentaires pour les tâches du dessus, et ce qui a permis, jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est 470 œuvres qui ont pu être assurées par ce système, 470 tournages d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles en France, dont près de 400 tournages déjà achevés. Déjà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est bravo pour votre responsabilité à tous et pour vous être conformés au protocole sanitaire strict, parce que le fonds fonctionne assez bien et n'a pas été trop sollicité pour le moment. D'ailleurs, on a été les premiers à mettre ça en place en Europe. Certains nous envient, beaucoup de pays essayent de faire un peu le même système. On peut en être fiers et ça a pu faire repartir toute la filière assez rapidement. On tourne en France d'ailleurs beaucoup plus que dans les autres pays, et ça a aussi évidemment permis d'alimenter les cinémas quand ils étaient ouverts, et les diffuseurs audiovisuels français et étrangers. Deuxième mesure essentielle, on a mis en place une procédure d'entrée sur le territoire français, extrêmement rapide pour les professionnels extra-européens. Et troisième mesure, on a lancé un appel à projet dès avril pour aider les industries techniques à relever le défi de la production à distance. En quelques mois,
c'est 29 projets d'investissement qui ont été soutenus à hauteur de près de 2 millions d'euros. Et c'est un dynamisme qu'on a commencé à mener et qu'on va continuer d'accompagner. L'appel à projet va rester ouvert tout au long de l'année 2021. Et donc, même si c'est un investissement qui était fait pour la crise, c'est clairement un investissement qui va permettre aussi une forme de structuration à long terme du secteur sur la production à distance. Toutes ces mesures ont été cruciales. Elles ont rempli, je l'espère, leurs objectifs et étaient là pour vous aider à surmonter cette crise. Mais bon, la crise continue et comme vous le savez, les crises en général sont des accélérateurs de changement et des mutations au sein du secteur, en bien comme en mal d'ailleurs. On le voit notamment aux États-Unis où la situation est très préoccupante sur nos secteurs. Il s'agit donc vraiment pour nous aujourd'hui de faire maintenant de ce moment et de cette année 2021 une opportunité pour nos filières et pour notre industrie. D'abord, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qui devrait se passer avec la transposition de la directive SMA. Concrètement, les nouvelles obligations d'investissement des plateformes étrangères dans la création française et européenne vont apporter un nouveau financement et un nouveau souffle à la création et au financement de la création cinématographique et audiovisuelle. Et c'est donc l'occasion ou jamais de nous doter des meilleurs outils et de renforcer notre appareil de production. C'est donc un des objectifs essentiels de tout le plan de relance que nous avons structuré pour ce secteur. Le gouvernement nous a octroyé une aide quand même assez considérable de 165 millions d'euros, dont 65 qui étaient pour redoter le CNC de sa perte de recettes et 100 millions pour des mesures nouvelles pour nous permettre de mettre en place un vrai soutien à la relance. À ce moment-là, j'ai vraiment souhaité, parce que ça fait partie de notre programme au CNC et c'est ce que nous souhaitons faire, d'axer très fortement sur deux choses que sont l'attractivité internationale de la France pour les tournages, pour la post-prod, pour toute la chaîne de production cinématographique et audiovisuelle, et en même temps la modernisation de nos industries techniques. Donc ces deux axes ont une place centrale dans notre politique de relance. D'abord sur l'attractivité de notre pays. Sur ce sujet, on va déployer près d'1 million. Pour l'instant, 800 000 euros supplémentaires pour une campagne de promotion de notre pays, ainsi que l'installation d'une présence, en particulier en Californie, au plus près des clients potentiels, des donneurs d'ordre. C'est fait d'ailleurs, parce qu'on a déjà recruté un junior qui est installé à Los Angeles, et on devrait avoir un deuxième recrutement plus senior, je pense, d'ici l'été prochain. Je sais d'ailleurs qu'on peut aussi s'appuyer sur le réseau des bureaux d'accueil régionaux qui font un travail formidable et sur l'expertise des équipes de Film France qui n'ont pas ménagé leurs efforts pendant cette crise également. Deuxièmement, sur le sujet de la modernisation de notre industrie, de nos industries techniques, on lance aujourd'hui même, une mesure exceptionnelle de 10 millions d'euros. L'année dernière, au même endroit, je vous avais annoncé un plan studio doté d'1 million d'euros. Et bien là, au moment de cette crise, on en profite pour aller beaucoup plus loin et d'avoir un investissement bien supérieur de 10 millions d'euros qui puisse être le départ d'un choc de modernisation de notre appareil de production dans le secteur. Cette enveloppe va accompagner vos projets d'investissement massif, d'investissement d'envergure dans ce secteur pour répondre globalement à 3 défis. Construire et moderniser les plateaux de tournage, dans la continuité du plan studio dont je vous parlais de l'année dernière, parce qu'il faut développer des équipements qui correspondent aux nouveaux modes de fabrication des films et des séries, parce que la demande, notamment
j'en parlais à l'instant avec le fait de faire rentrer davantage les plateformes dans notre système de financement. La demande ne cesse d'augmenter et ouvrir davantage aux grandes productions internationales. Par exemple, il nous manque en France des plateaux de 3000 m² ou plus. Il nous manque des plateaux avec, même si évidemment il y en a, mais davantage de studios avec des plateaux et à côté des backlots, avec à la fois des studios et une intégration au même endroit de studios de post-prod et d'effets visuels. Donc l'idée, c'est de mettre le paquet là-dessus et que nos investissements puissent vous aider à structurer ces projets, à aller chercher du financement autre, et du financement privé ou du financement public. D'ailleurs, on travaille avec la BPI et l'IFSIC. Le travail qu'on fait, CNC, sur ce projet, mais aussi avec la BPI et l'IFSIC, c'est vraiment d'avoir une forme de continuum de financement public pour appuyer toutes ces initiatives privées, pour qu'on puisse se mettre ensemble au lieu d'éparpiller nos efforts sur 1000 projets différents, de pouvoir focuser sur un certain nombre de projets très forts dans les années à venir. Deuxième défi, accroître l'excellence de la production numérique. C'est vrai que la France peut compter sur la réputation d'excellence de ses studios dans les effets visuels, dans l'animation, dans le jeu vidéo. Cet avantage compétitif, cette maîtrise, il faut qu'on la renforce pour garder un train d'avance au niveau mondial. Il faut aussi qu'on garde nos compétences en France dans le domaine et que nos structures puissent aussi pouvoir embaucher et pouvoir garder en France les meilleures compétences techniques dans le domaine. Troisième défi, d'ailleurs non, aussi ce que je voulais vous dire par rapport aux effets visuels, ce qu'on a obtenu du Parlement, c'est la possibilité de maintenir au moins jusqu'à 2024 le crédit d'impôt international avec à 30%. Donc il y a un engagement jusqu'à 2024, 30% plus 10% si 2 millions d'investissements dans les effets spéciaux numériques. Troisième défi, réduire l'impact environnemental des productions. Producteurs ne sont pas seuls confrontés à ce défi, doivent pouvoir aussi compter sur les équipements qui leur permettent de réduire très significativement leur empreinte carbone. Nous vous y aidons parce que c'est un enjeu d'avenir et qui est essentiel. Donc tout ce plan de relance que nous mettons en œuvre, on structure une nouvelle commission. Gilles Gaillard, je le remercie, a accepté de la présider, en plus de ses fonctions de président de la Commission des industries techniques. Merci à lui, ainsi qu'à tous les experts qui la composent, dont certains sont aujourd'hui présents à cette table ronde. En conclusion, je vais vous laisser débattre. Et comme vous l'aurez compris, l'idée, c'est évidemment, on ne va pas vous abandonner parce que là, c'est toujours encore une période difficile. Mais en plus, on met vraiment les bouchées doubles pour faire de ce moment un vrai moment de transformation, un vrai moment d'investissement, un vrai moment de préparation de l'avenir. Parce que la France a tous les atouts pour le faire. Il nous manque la possibilité parfois de financer ces investissements. Voilà. L'idée, c'est qu'on puisse, grâce à ça, initier vos projets, vous permettre d'aller chercher d'autres types de financement et développer ces projets de modernisation de notre appareil productif dans le secteur. Pour nous, pouvoir public, vous, industriels, producteurs, les partenaires de financement, les collectivités territoriales, et donc préparer l'avenir. Bon, je vous laisse débattre. Merci, j'étais un peu long, et voilà. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Alors, avec nous, pour débattre de la façon dont la France a su s'adapter et préparer l'après, Gilles Gaillard, entrepreneur, également président de la commission de soutien financier aux industries techniques du CNC. Yannick Bétis, directeur général du groupe Belive. Margot Durand-Rival, superviseuse VFX chez les Android Associés. Guillaume de Fondomière, directeur général délégué de Quantic Dream.
Carole Scotta, directrice générale adjointe de Haut-Écourt. Et enfin, Benoît Ruiz, expert environnemental via sa société Workflower. Et je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent qu'ils ont accès en parallèle à un chat via une chatbot active tout au long de la diffusion de cette conférence. Alors, Gilles, on va commencer par vous parce que j'avais une petite question par rapport au soutien du CNC aux industries techniques. En tant que président de la commission, comment vous avez vu évoluer ces aides? Quel est le profil type des entreprises? Est-ce que c'est très innovateur? Est-ce que... Clairement, les priorités ont un peu changé. La CIT est usuellement soutient des investissements technologiques qui sont, on le souhaite, innovants, structurants et permettent de se différencier. Mais aussi, on a une mission qui est d'aider les sociétés à assurer le renouvellement des équipements. Et c'est vrai que cette année, la priorité a été beaucoup sur les enjeux de connectivité. Comment est-ce qu'on fait pour finalement rendre possible le travail à la maison, pour être un peu pratique. Ça a évidemment touché en premier les sociétés de post-production, qui sont des sociétés qui sont, elles, déjà fortement numérisées. Et on a eu beaucoup de questions ou de projets qui semblent s'orienter vers les tournages, sur en particulier tout ce qui est les plateaux virtuels, où on voit bien qu'il y a un grand intérêt et des enjeux de spécialisation, même si le secteur est très bien maîtrisé de l'autre côté de l'Atlantique. Et on a envie de pouvoir mieux le déployer de ce côté-ci. D'où les bonnes nouvelles qu'on vient d'entendre. Cet enjeu de technologie sur la capacité de travailler à distance, c'est une sacrée révolution au sein des industries parce que jusqu'à présent, les sociétés ont beaucoup travaillé pour faire des espaces numériques dans lesquels les artistes viennent travailler, des espèces de bunkers physiques et virtuels. Et tout d'un coup, il faut arriver à faire une espèce de mode hybride où on permet une collaboration distante, mais on arrive à sécuriser quand même les contenus, ce qui est un changement de philosophie total. Et je dirais qu'il y a des sociétés qui s'étaient un peu préparées. Par exemple, des sociétés qui mobilisaient des ressources dans des data centers distants, etc. Et puis il y a des sociétés qui étaient moins préparées, qui étaient dans ce mode très bunker et qui assuraient leur sécurité en coupant les réseaux, Internet, etc., etc. Et là, évidemment, il y a un paradoxe à résoudre qui est assez important et compliqué. Yannick, par rapport à ce choc de modernisation dont vient de parler Dominique Boutonnat, en termes de soutien du CNC pour les industries techniques, vous pensez qu'on en fait suffisamment, assez? C'est quand même une période particulière pour les entrepreneurs. Et les banques ne sont pas très frileuses par rapport à notre secteur? C'est une question piège, presque. Non, le plan qui vient d'être annoncé de modernisation des outils de production tombe à pic pour plein de raisons. Nos sociétés, qui sont des sociétés de prestations techniques pour l'audiovisuel, le cinéma et le spectacle, sont des capex extrêmement élevés tous les ans. Ça représente entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires. Donc un soutien du CNC avec le plan de modernisation qui vient d'être annoncé tombe parfaitement à pic. Vous parliez des banquiers qui sont frileux. Je crois qu'on en avait parlé au téléphone la dernière fois. C'est un comment je pourrais dire, pas un aphorisme, mais en fait, toutes les figures de style sont valables. Donc, c'est leur métier. Ils gèrent du risque. Hein. Nous, on est entrepreneurs, on gère des perspectives, des évolutions, des révolutions parfois. Donc, ce plan tombe vraiment à pic et va permettre, dans nos discussions avec, puisqu'elles vont commencer là en début d'année, sur les investissements à venir pour 2021, ça va permettre, à mon avis, en tout cas, de donner un souffle, oui, un déclic positif, en tout cas, dans nos démarches. Carole, je me posais la question par rapport aux producteurs. Est-ce qu'ils sont réticents aux nouvelles technologies ou pas du tout? Je ne sais pas. Alors vous, en tant que productrice? Alors, pas du tout, dans le sens où... Enfin, la question, c'est de savoir qu'est-ce que ces technologies apportent. On a pu... J'imagine que dans ce panel, je suis
peut-être plus là pour parler de contenu que d'outils de production. La seule chose que je peux dire par rapport à ces mesures et ces annonces, c'est en effet, sur notre expérience, on n'a pas été coupé en plein vol comme certains par la crise, et qu'on a par contre dû assurer des post-productions à distance. Et on a bien vu donc en effet la réactivité des outils de post-production qui nous ont permis, parfois même de manière assez artisanale, genre de livrer un micro chez un comédien pour qu'il puisse enregistrer lui-même ses voix, ses synchros. Mais donc on voit bien comment ça peut nous permettre de fluidifier la phase post-production. Et puis je vois aussi dans ces annonces quelque chose qui me semble très important, c'est en effet la dimension environnementale, de permettre la transition de l'appareil de production, parce que c'est vrai que sur les tournages, on est très embêté de devoir encore avoir recours à des outils qui sont très polluants. Donc si en effet ça permet d'accélérer cette prise de conscience dans les faits, ça va être évidemment une très bonne chose. Après, j'ai beaucoup à apprendre de la commission à laquelle je vais participer avec cette honorable assemblée, parce que c'est vrai que je suis moins, évidemment, dans tout le panel, beaucoup moins orientée vers la technique et plutôt le contenu. Donc si vous avez des questions là-dessus, je serais ravie pour en débattre. Mais en tout cas, voilà, sur le tournage traditionnel, comment l'appareil de production peut transformer les choses, j'ai moins d'idées en effet, parce que c'est vrai qu'il y a quand même encore des tournages qui vont se passer avec des comédiens, des équipes, de manière très, très ancienne, et qui fonctionnent aussi très bien en dehors des périodes de crise. Et on l'espère. Alors justement, pour revenir sur cette crise, on en parlait au téléphone, Yannick, sur BeLive, sur votre groupe. Elle a eu un effet immédiat. Comment vous l'avez vécu, entre guillemets? Le groupe BeLive en fait est positionné sur deux grands métiers, hein. Le tournage de films, de séries et de publicité, et une partie spectacle. À partir du 18 mars, c'est le confinement en fait qui a été annoncé. Toutes nos activités ont été mises à l'arrêt entièrement. Donc les mesures qui ont été à ce moment-là promues par les pouvoirs publics avec le chômage partiel, et on en a parlé tout à l'heure, enfin toutes les mesures, le PGE, etc., nous ont permis de tenir jusqu'à présent. La différence sur la partie cinéma et tournage de série, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a réussi à reprendre les tournages grâce à toutes les mesures et les soutiens qu'on a pu avoir à partir de, grosso modo, mi-juin, on va dire. Les choses ont pu repartir fin juin. Et à partir de ce moment-là, ça n'a pas arrêté. En fait, on a fait une fin d'année absolument exceptionnelle, même. Donc, il y a eu un effet de rattrapage. Alors, essentiellement sur les moyens techniques classiques, hein, la lumière, la caméra, la machinerie. Les studios, quand ils n'ont pas été pleins pendant 3 mois, on ne peut pas multiplier les petits pains. Donc, malgré tout, il y a eu un effet bénéfique sur la fin d'année. Un retour également du tournage de publicité qui se délocalisait ces dernières années et qui sont revenus tourner en France pour toutes les raisons qu'on connaît. Donc voilà, donc je dirais que moi j'ai une vision un peu schizophrénique de la situation, parce que j'ai la moitié de mon groupe qui est à l'arrêt et une moitié qui tourne à plein régime, et il faut saluer aussi le travail des équipes dans nos deux groupes, Transpalux et Highlight, qui a été exceptionnel. Les gens ont été mobilisés au travail dès que ça a repris, et au soutien des productions pour que ça se passe le mieux possible et dans les meilleures conditions sanitaires. Oui, parce qu'il a fallu s'adapter rapidement, en fin de compte. Ça a été compliqué, il fallait changer les habitudes de travail. Il a fallu changer les habitudes de travail, mais enfin bon, c'est là qu'on voit aussi la capacité. Alors il y a un terme que j'aime pas trop, mais bon, qui est peut-être approprié, une capacité de résilience et une capacité en tout cas à envisager la suite malgré les embûches. C'est aussi notre rôle d'entrepreneur et de chef d'entreprise, hein, d'être capable de mobiliser nos équipes et de faire en sorte, d'appréhender ces obstacles sans que ce soit trop dramatique. Bon, en même temps, il y avait un côté euphorisant aussi dans la situation que tout le monde connaissait, de pouvoir reprendre l'activité, de pouvoir reprendre, de redonner sens en fait à ces 2 mois de confinement ou 3 mois de confinement qui ont été extrêmement délicats à vivre pour pas mal de gens.
Alors justement, Carole, on va parler un petit peu de la production, là, comment elle a subi cette crise. En fait, ce qui a été déterminant pour la reprise des tournages, c'était la mise en place du fonds de garantie. Oui, oui, tout à fait. Donc ça, évidemment, ça a bien marché, mais c'est vrai que moi, je m'interroge plus sur l'aval de toutes ces productions. Et dans la mesure où les salles n'ont pas pu réouvrir en décembre, vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir un gros problème de débouchés pour tous ces films qui sont en train de se faire, qui vont devoir attendre. Enfin, la place en salle va devenir très très rare, très cher, et les conditions d'exposition de ces films risquent d'être aussi très dégradées compte tenu de l'afflux des films qui va arriver. Donc ça, évidemment, c'est en parallèle d'un contexte où les plateformes vont devoir contribuer au financement des productions. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, ça va réorienter peut-être certaines productions vers des diffusions digitales uniquement. Donc on peut dire que c'est une concomitance qui peut être vue comme, si on est pragmatique en tout cas, qui peut être vue comme positive. Évidemment, moi, je m'interroge un petit peu plus d'une part sur la nature des œuvres. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a quand même tendance pour le cinéma, et grâce aussi à l'écosystème d'aide publique, de chaînes qui investissent aussi dans la diversité, à pouvoir promouvoir une forme de diversité, faire nourrir de nouveaux auteurs, de nouveaux réalisateurs, réalisatrices, et que le financement des plateformes, aujourd'hui, on ne connaît pas encore sa nature. On va devoir négocier de gré à gré leur capacité à investir dans la diversité, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas montré jusqu'à présent, en tout cas, un appétit particulier pour disons, ce renouvellement de la création, et quand même, il faut rappeler, et c'est d'autant mieux qu'on est nous-mêmes producteurs de séries, c'est que la série se nourrit beaucoup de gens qui ont déjà une expérience et qui ont déjà pu acquérir leur expérience en réalisant des courts-métrages, des longs-métrages, etc. Donc, il va falloir être très vigilant au maintien de cette production de films plus... de recherche, j'allais dire, mais pas seulement. Des premiers films, second film, troisième film, qui ne sont pas nécessairement des films d'un genre particulier, et qu'il va falloir soutenir encore plus. Et très vite, moi j'y consacre à peu près toutes mes journées en ce moment à essayer de convaincre, un peu sans succès pour l'instant, à ce que les salles puissent réouvrir, parce que c'est vrai que c'est à partir de là que va pouvoir se réguler la production. Et c'est vrai que moi je suis très très inquiète de la tournure que prennent les choses, mais bon, c'est un autre sujet, donc je ne veux pas non plus m'éloigner du sujet qui nous réunit là, mais c'est vrai que tout comme on réfléchit à la pérennité d'un outil de production, de moyens de production, d'une création, il faut vraiment, vraiment mettre en œuvre une pérennité des moyens de diffusion. Donc, on ne se fait pas de soucis pour les plateformes. On a bien vu qu'elles avaient bien profité de cette crise. Mais pour ce qui est des salles et des établissements culturels en général, il faut vraiment qu'on trouve une manière d'assurer une continuité dans la diffusion des œuvres, et qui ne soient pas soumises, comme on l'a vécu jusqu'à présent, à ces arrêts. Alors, on comprend très bien pourquoi on l'a fait, mais c'est vrai que nous, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on a été les seuls à rester fermés quand tout le monde était ouvert, et qu'aujourd'hui, je prône même l'idée inverse, c'est-à-dire de dire, si on doit se reconfiner, pourquoi est-ce que les salles et les établissements culturels ne seraient pas les seuls à rester ouverts, qui serait la seule sortie qui serait offerte aux Français, et d'avoir un peu notre tour à jouer, quoi. Donc voilà, moi je me positionne, c'est vrai, beaucoup sur le contenu, et je pense qu'il faut vraiment continuer à soutenir très fortement la création dans tout ce qu'elle a de divers, et qui va nous irriguer en fait l'ensemble de ce qu'on va pouvoir voir sur tous les supports connus aujourd'hui. Justement, puisqu'on parle de contenu, je me posais la question, est-ce que la crise a impacté, a amené des réalisateurs, amené des productions à changer de contenu, à changer des scènes, moins de figuration ou autre? Est-ce qu'il y a eu des réécritures? Alors, moi, je suis mal placée pour ça, parce qu'il se trouve qu'on avait beaucoup produit avant la crise, et on va recommencer nos tournages, j'espère, en mars. Donc, on n'a pas eu vraiment à gérer ça, mais on s'est posé, par exemple, des questions on a un film qui va se tourner bientôt, donc qui se tourne principalement dans une maison, et on a très vite envisagé l'idée d'un studio ou d'un faux studio, en se disant,
confiné dans une équipe, dans une maison qui serait trop petite si elle était une maison dite de décor naturel, ça serait un problème. Donc c'est vrai qu'on s'oriente déjà vers des solutions plus promptes à être viables en temps de crise, qui d'ailleurs va de pair aussi avec des questions écologiques, donc ça tombe bien. Mais j'imagine bien sûr que pour des films qui nécessiterait beaucoup de figuration, etc. Ça a dû être très compliqué, donc je peux moins vous répondre, mais la question apporte sa réponse. Je pense qu'évidemment qu'il y a dû y avoir des adaptations pour pouvoir continuer à tourner. Alors, Margot, dans ce métier, comment vous êtes-vous adaptez-vous? Vous avez pu continuer à travailler quasiment comme avant. Il y a 5 ans, ça aurait peut-être été beaucoup plus compliqué. Oui, tout à fait. Après, nous, c'est un petit peu particulier chez les Android associés parce qu'on fait de la prévisualisation. Donc, on travaille en amont des tournages pour préparer les tournages. Donc, pour le cinéma tourné, et on travaille aussi pour tout ce qui est animation et layout 3D. Et ce qui a été très révélateur, c'est que dès que la crise est arrivée, tout ce qu'on a, comme on est en amont des tournages, toute notre activité liée au cinéma s'est arrêtée d'un coup parce que forcément tous les tournages ont été arrêtés avec en plus très peu de dates de reprise possibles. Hein. On était vraiment dans le flou. Donc toute cette activité-là s'est arrêtée et c'est grâce à notre activité de layout pour le cinéma d'animation et notamment pour les trailers de jeux vidéo, qui évidemment sont des secteurs qui ont extrêmement bien fonctionné pendant la crise, qu'on a pu continuer à travailler. Donc on s'est réorienté vers ça et nous on avait la chance aussi chez les Android associés de travailler déjà à l'international depuis longtemps, donc on a l'habitude en fait de traiter le layout pour des gros studios d'animation qui sont aux États-Unis ou qui sont dans différents pays d'Europe. Donc on a déjà l'habitude de travailler entre guillemets en télétravail, c'est-à-dire de travailler par Zoom avec les réalisateurs, avec les équipes, et donc ça nous a pas changé fondamentalement notre manière de travailler. On était déjà prêt pour ça, en dehors du fait qu'il a fallu évidemment pour nos équipes en interne les dispatcher et leur donner les moyens de travailler depuis chez eux. Et ce qui a été très intéressant, c'est de voir justement, on travaille avec différents studios en Europe et aux États-Unis, et en fonction des évolutions de la crise, comment ces gens nous ont renvoyé du travail, parce que des studios plus gros aux États-Unis n'étaient pas du tout préparés à ça, et donc du jour au lendemain ils nous ont dit on vous envoie tous nos projets de layout parce que en fait on travaille déjà comme ça et ça fonctionne, alors que nous on n'a pas encore prévu de mettre nos équipes chez eux et ça pose des problèmes. Et en fait finalement on a eu beaucoup de chance que cette habitude de travail, grâce à notre travail à l'international, nous a beaucoup aidé. Et effectivement il y a 4 ou 5 ans c'était pas du tout comme ça. Et ça aurait été beaucoup plus compliqué. C'est des choses bêtes et méchantes, mais le fait que les gens maintenant soient principalement équipés de la fibre change énormément la chose aussi. Il y a quelques années, avec le flux dont on a besoin pour travailler parce qu'on fait du streaming de nos ordinateurs. En fait, nos machines sont au bureau et on stream les ordinateurs chez nous. Si on n'a pas une bonne connexion, ça fonctionne pas. Et donc, toutes ces choses-là font qu'il y a une espèce de bonne coïncidence, malheureuse à dire, mais qui fait que c'est arrivé à un moment où c'était possible et qu'effectivement, il y a quelques années, on aurait été beaucoup plus coincés parce que les gens étaient beaucoup plus en ADSL, n'avaient pas forcément les moyens techniques, on n'était pas si calé en visioconférence entre guillemets aussi, et bien sûr il y a énormément d'outils de suivi de production qui sont en ligne maintenant, qui permettent de partager le travail entre les studios, et nous c'est vrai que c'est comme ça qu'on fonctionne par la nature de notre entreprise, et on a pu continuer. Mais c'est vrai que la clé, pour moi, ça a été de voir que heureusement qu'on ne faisait pas que de la prévisualisation pour le cinéma, parce que sinon on était fermé jusqu'à les projets qu'on a arrêtés en mars dernier, on commence seulement à nous recontacter puisque les tournages ont été souvent reportés d'1 an, et heureusement que l'animation, on a beaucoup de projets d'animation qui arrivent, et le monde du jeu vidéo a fonctionné à merveille, donc là il y a du boulot de ce côté-là. Justement, la transition se fait avec votre voisin, avec Guillaume, donc qui représente les jeux vidéo. Alors vous avez un studio de mock-up, une technique que vous maîtrisez depuis une vingtaine d'années, c'est ça? Alors vous me disiez, la crise a provoqué de nouvelles opportunités. Oui, alors c'est vrai que nous chez Quantic Dream, nous avons 3 activités, une de production de jeux vidéo et de développement, l'autre d'édition de jeux vidéo, et ensuite nous avons ce service technique, plateau de capture de mouvement, et nouvellement aussi maintenant un plateau permettant de faire du scan photo grammétrique. Alors nous, on a eu un peu les mêmes réalités que celles présentées par mes voisins, c'est-à-dire que d'une part, sur nos propres productions, il a fallu qu'on se réorganise de façon extrêmement rapide. Et puis après, du côté de nos clients et partenaires,
partenaires qui viennent pour faire de la capture de mouvement dans notre studio, là, on a vu vraiment l'impact. Donc, tous ceux qui travaillaient effectivement dans le cinéma, ça a été un arrêt complet des productions. D'autres, dans l'animation notamment ou dans le jeu vidéo, se sont rapprochés de nous pour nous dire comment on fait. Comment on s'organise? On a impérativement besoin de tourner. C'était des tournages qui étaient prévus en février-mars, donc en plein dans la crise. Et donc là, on a réfléchi ensemble à mettre en place des solutions sanitaires déjà. Donc on a tourné au mois de mai et juin. Donc on a quand même décalé, mais après on a tourné, mais dans des conditions assez particulières où on était tout simplement sous combinaison. Avec des acteurs qui enlevaient de manière très très parcimonieuse leurs masques, etc. au moment du shooting. Mais il faut s'imaginer qu'on se retrouvait sur des plateaux avec 20 personnes complètement encagoulées avec des accoutrements assez originaux. Mais ça a fonctionné. Et personne n'a été contaminé lors de ces tournages. Ça a permis de lancer les choses. Et maintenant, bien évidemment, on a pu bénéficier de l'avancée de la science avec les tests antigéniques, puisque maintenant, on teste. On fait venir un laboratoire qui teste sur place à 7h30 du matin, tout le monde, et ça nous permet comme ça de travailler. Et donc, des nouveaux clients qui sont adressés à vous, c'est ça? Il y a des frontières qui se sont un peu évanouies pendant cette crise? Alors, on a effectivement surtout des demandes qui ont évolué de clients qui nous ont dit, parce que souvent, nous, nos clients travaillent avec des donneurs d'ordre qui sont à l'international, qui sont aux États-Unis, qui sont en Angleterre, etc. Et donc, ils nous ont dit, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour que ces gens-là ne voyagent pas, alors que d'habitude, ils viennent sur le plateau, ils sont présents en tournage. Donc, on a mis en place des solutions leur permettant de suivre les shootings en direct. Alors, c'est rien d'extraordinaire, mais voilà, il faut le mettre en place. C'est pas compliqué de mettre en place la liaison vidéo qui permet à des gens de suivre les tournages. Par contre, un plateau de capture de mouvement, c'est assez grand. Ce qui est compliqué, c'est de leur permettre de visualiser l'expression des acteurs, etc. Donc, c'est toutes ces subtilités-là. Donc, nous, on a un système avec plusieurs caméras de 6 à 8 qui sont de très haute performance. Donc, on combine les flux ensemble sur un seul moniteur et ensuite, on les renvoie et on peut les renvoyer n'importe où dans le monde, plus un certain nombre on fait aussi un petit peu de système D, un certain nombre de petites tablettes qu'on met ici et là pour donner d'autres champs de vue du plateau et voilà, ça permet de solutionner ce genre de problématiques. Encore une fois, pour que tout le monde travaille de façon dans des conditions sanitaires optimales et en permettant justement à des gens de suivre les projets à distance. Alors, Benoît, vous êtes un petit peu monsieur environnement sur ce plateau via votre société Workflower. Alors, lors d'un échange téléphonique qu'on a eu pour préparer cette table ronde, vous m'aviez dit que cette crise sanitaire représentait une nouvelle étape. Une nouvelle étape. Une nouvelle étape. Enfin, c'est ce que disait Gilles. Il y a une forme de transfert de flux physiques en partie vers des flux dématérialisés de plus en plus. Donc, en fait, c'est une nouvelle étape. Et une autre étape importante, c'est qu'aujourd'hui, je sois invité sur un plateau constitué de 6 grands professionnels. Je me sens un peu comme un intrus parce que je n'ai pas du tout l'habitude en France. Donc, ces annonces du président sur la prise en compte de l'éco-responsabilité, c'est extrêmement encourageant pour la transition bas carbone de notre industrie. Alors, quand vous parlez d'éco-responsabilité, c'est par rapport aux nouvelles technologies qui sont plus raisonnables, plus vertueuses? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. En fait, cela dépend vraiment de chaque application. Par exemple, le cloud peut être utilisé de manière éco-responsable ou pas du tout. Donc, ça dépend vraiment de l'utilisation. Et il y a quand même un déficit d'information et il est nécessaire d'établir des profils types d'émissions, d'impacts environnementaux par métier en fait, de notre industrie. Donc,
pour le jeu vidéo, pour la post-production, pour le tournage. Et on est encore dans une phase où il y a des solutions que l'on peut implémenter comme dans les briques de notre industrie pour le tournage, les déplacements, etc. Mais il manque encore une réflexion de fond pour arriver justement à véritablement être éco-responsable et avoir un effet de levier important sur la diminution des impacts, mais aussi sur des économies de ressources et des économies d'énergie, et donc des économies de coûts pour notre industrie. Et la crise sanitaire, ça a servi de catalyseur à tout ça, à cette prise de conscience? Alors bon, dans notre industrie, comme dans toutes les industries, ce qui compte, c'est le temps et le coût respectif des facteurs. Donc, je pense que les déplacements et les voyages ne reprendront pas comme avant. Je pense qu'on ne reviendra pas à la situation ex-ante. Et puis, dans notre industrie, on voit bien que les déplacements et les voyages, ils ont un coût. Donc, voilà, on se rend compte qu'on peut faire des économies là-dessus. Et puis, comme le disait Gilles aussi, c'est aussi l'opportunité qui fait le larron de développer les virtual sets de plus en plus. Moi, je travaille beaucoup en Angleterre avec Film London, la British Film Commission, Games London, Yuki, le syndicat britannique des jeux vidéo. Et à l'heure actuelle, même depuis l'année dernière, en fait, il y a déjà eu des expérimentations avec le National Trust. Donc, le National Trust, c'est un charity, un organisme semi-public qui s'occupe de gérer en fait les locations de lieux patrimoniaux, de l'heritage pour les productions américaines généralement. Donc, il y a déjà eu des expérimentations de photoscan. Voilà, pour en faire des assets, pour pouvoir les utiliser sur des virtual sets. Et au mois de décembre, là, directement, à la mairie de Londres, il y a une société spécialisée qui fait de la capture d'objets, la capture de lieux, qui a proposé à la mairie de Londres de capturer 3 lieux emblématiques de la ville de Londres pour essayer de les monétiser. Voilà, tout simplement. Donc, cette virtual set, c'est une tendance qui est forte, mais qui génère de nombreuses interrogations. Donc, à qui vont appartenir les droits de ces lieux? Est-ce que ça va être au propriétaire du lieu? Est-ce que ça va être au studio? Est-ce que c'est le gérant de la librairie? Donc, ça suscite quand même des enjeux. Et en Angleterre, ça leur fait extrêmement peur parce qu'ils se disent mais est-ce que les NTV, les grosses productions américaines vont venir encore en Angleterre pour venir tourner s'ils ont la capacité de reproduire les lieux et les décors britanniques en virtual prod? Donc il y a un enjeu économique, un enjeu juridique qui est extrêmement fort et un enjeu environnemental aussi. Oui, alors cette crise, donc, elle a provoqué, on parle de rupture, est-ce que c'est vraiment une rupture? Gilles, on en parlait au téléphone cette semaine, il y a quand même des bouleversements par rapport à l'immobilier de bureau, par exemple, la culture d'entreprise. Ouais, je pense que c'est probablement un des résultats les plus intéressants, ou en tout cas, je suis très curieux sur ce que ça va faire à l'industrie. Dans la numérisation, il y a un peu 2 phases. Il y a la phase numérisation lourde, les équipements étaient très coûteux, ils devaient être physiques, etc. etc. Et puis, on a bien vu qu'on a migré sur un abaissement des barrières à l'entrée et des ressources qu'on peut mobiliser sur le cloud. La première phase, elle nécessitait effectivement de mettre toutes les ressources au même endroit, d'avoir des débits les plus optimisés, donc le plus proche, etc. Et maintenant, dans le nouveau système, à cause des liaisons fibres, et parce que tout simplement la technologie s'est beaucoup simplifiée, on voit bien qu'on peut le faire beaucoup plus facilement à distance. Et donc, moi, ça pose une question que je trouve très intéressante, il y a tout un tas de métiers de service qu'on a maintenus dans des locaux communs, dans une proximité géographique. Et bien souvent, les entreprises ont fait des grands clusters, et puis l'esprit d'entreprise est le résultat de ce cluster, quoi. Là, on est dans un contexte qui est nouveau, qui est, non, en fait, on peut avoir des collaborateurs qui sont très éparpillés. Évidemment, il y a une adaptation, c'est-à-dire que ça ne convient pas à tout le monde. Mais si on va un peu plus loin, on est à 5 ans, au lieu de mettre des ressources dans des bureaux, les ressources, on les a données aux salariés pour qu'ils s'équipent mieux chez eux, etc. Je pense que ça pose une question intéressante sur
qu'est-ce que c'est que l'esprit d'entreprise et comment on le maintient et qu'est-ce qu'il faut faire pour animer une communauté qui travaille devant son ordinateur. Et donc, je pense qu'on peut envisager plusieurs scénarios possibles. Et dans les scénarios qui m'intéressent, moi, il y a différencier les moments communs, collectifs, dans lesquels il y a vraiment besoin d'être tous ensemble pour produire quelque chose. Et puis, l'autre rythme dans lequel chacun fait une contribution qui doit s'ajouter les unes aux autres. Ça pose des problèmes de workflow. Mais c'est certainement les industries qui sont le plus impactées pour ça, c'est l'animation, au premier chef. Dans les équipes que je dirigeais jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de gens qui, à l'issue de la première expérience, nous ont formulé leur désir de ne plus revenir dans le monde d'avant. Ils ont trouvé un rythme et une façon de travailler qui est différente. Dans certains cas, ils sont éloignés des centres-villes. Nous, on a pu mobiliser des ressources qu'on ne pouvait pas mobiliser. Une jeune femme qui avait eu un enfant et qui ne pouvait pas ajouter à son temps de travail le temps de commute pour des questions d'organisation, et qui était pourtant extrêmement compétent, nous a donné que 6 heures par jour. 6 heures par jour dans un contexte où on est immédiatement disponible, c'est beaucoup plus efficace que quelqu'un qui est débutant. Donc voilà, il y a des nouveautés, et donc ça pose des problèmes d'encadrement. Je pense j'entendais en préparation en attendant la conférence qu'il y a des enjeux sur les managers qui du coup doivent inventer des nouvelles façons d'encadrer les équipes et trouver une façon de ne pas passer leur temps au téléphone H24 avec les équipes et avec les clients. Quand on travaille avec des clients de l'autre côté de l'Atlantique, on peut se retrouver facilement à gérer des équipes françaises toute la journée et des clients jusqu'à 1h du matin. Donc là, il y a des choses qui sont à inventer. Mais à nouveau, je pense qu'à terme, ça pose un nouveau paradigme qui prend en compte ce que c'est que les technologies numériques et leur réelle mobilité. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la fibre, mais il y a aussi tout ce qui est mobile. Et donc ça, je pense que c'est des outils qu'il va falloir qu'on utilise de façon plus appropriée. Et l'impact environnemental est colossal. C'est-à-dire si un bureau de 600 personnes qui collaborent n'a pas besoin de prendre une voiture tous les matins, évidemment, l'impact écologique est colossal. Donc voilà, je trouve que ça ouvre des perspectives qui sont très intéressantes. Et les sociétés de demain, ou la façon dont on va nous transformer nos sociétés, doivent tenir compte de cette nouvelle réalité. Alors, vous, Yannick, la crise, en tout cas le premier confinement, vous a permis de travailler à plein régime sur un projet dont vous avez parlé, qui devrait une LED cave pour Brie-sur-Marne. Alors absolument. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, on a tous un objectif commun et en tout cas une finalité commune dans nos métiers, dans cette grande chaîne de production ou de chaîne de valeur, avec des enjeux qui sont très différents en fait. Nous, en tant que prestataire technique, on a des métiers assez archaïques entre guillemets. On est dans la soute, préparer de la lumière, des caméras, etc. Il n'y a pas de grande révolution à prévoir, à part des révolutions technologiques avec l'apparition de la LED sur la lumière. Les plateaux, c'est un peu différent. On en parlait effectivement au téléphone. La période de confinement, en fait, nous a permis d'abord de prendre un peu de recul par rapport aux choses, de prendre notre temps, ce qui n'est pas forcément évident en temps normal. Et on a mis nos équipes, en fait, au travail sur la digitalisation des studios de Brie-sur-Marne. Alors, dans un premier temps, ce que je voudrais préciser, c'est qu'aujourd'hui, on est juste exploitant des studios de Brie-sur-Marne. Il y a une absolue nécessité à ce qu'on en devienne propriétaire. Donc, il y a une négociation qui est en cours en ce moment avec Nexity pour qu'on rachète le foncier, pour avoir une indépendance totale et qu'on soit plus sujet à des élucubrations ou des projets immobiliers divers et variés, connaissant le prix du foncier en région Île-de-France. Donc ça, c'est la première obligation, c'est d'avoir une indépendance au niveau des studios. Et donc on a fait travailler nos équipes sur la digitalisation de ces studios, essentiellement à travers un programme dont tout le monde parle maintenant, qui est The Mandalorian, qui a été tourné aux États-Unis. Alors c'est pas le premier, mais en tout cas c'est le premier véritable projet abouti, en tout cas sur du long terme, avec une série. J'ai mis mes équipes en fait au travail, donc qui ont contacté les gens qui ont bossé sur le Mandalorian là-bas, au niveau technique, pour mettre en place une solution technique dans les studios de Brie, sur un plateau, en tout cas le plateau B3, avec ce qui sera, pendant l'été 2021, le studio virtuel le plus abouti au monde, dans le sens où on a défini un cahier des charges en fait, pendant 6 mois, sur les écrans LED, sur les serveurs, sur tout ce qui va derrière, les logiciels, pour avoir une solution qui réponde en fait à toutes les problématiques qui ont été
rencontrés par les gens qui ont travaillé sur le Mandalorian. Parce qu'en fait, ils ont travaillé en fait, avec le matériel qui était disponible sur le marché. Ce que je respecte énormément et qui est novateur, mais avec des problématiques techniques en fait importantes, avec des générations d'écrans LED d'ancienne génération en fait. Donc on a travaillé avec des fabricants, enfin le fabricant numéro 1 au monde, qui est en Chine, et avec nos équipes techniques. Donc on a défini un cahier des charges extrêmement précis qui permettra de répondre à toutes les difficultés qu'ont rencontrées les équipes techniques sur le Mandalorian. Donc l'idée c'est de développer ça. Le projet est prêt maintenant. Le travail sur le financement va se faire dans le courant du mois de janvier. Donc l'annonce du plan du CNC évidemment tombe à pic, comme je disais tout à l'heure, puisqu'il va nous aider dans cette démarche. Et l'idée c'est de le lancer et de l'ouvrir à partir d'installer ça au mois de juillet pour qu'il soit opérationnel à partir du mois de septembre. La difficulté, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, c'est effectivement de savoir si jamais on arrive au bon moment, si c'est pas trop tôt, sachant que il y a quand même, c'est pas donné à tout le monde de tourner dans un studio virtuel, et les projets aujourd'hui en France sont pas légion pour pouvoir occuper des studios à full time sur une année. Mais bon, on a des contacts aujourd'hui avec des producteurs de pubs qui sont intéressés pour l'utilisation du studio. Alors pas dans sa pleine capacité, puisque le studio en fait répondra à 3 possibilités, 3 options d'utilisation. Soit une utilisation en mocap, soit une utilisation juste en projection sur un écran, sur une surface d'écran qui va représenter à peu près 600 mètres carrés, entre un écran incurvé, une casquette et puis des écrans latéraux. Et des écrans au sol aussi, puisque le cahier des charges en fait qu'on a rédigé était extrêmement précis. On voulait aussi avoir quelque chose de suffisamment résistant pour y déposer des voitures ou tout un tas de décors physiques même. Les écrans seront waterproof. Enfin bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas suffisamment technicien non plus pour développer ça. Mais l'idée c'est d'avoir le plus bel outil aujourd'hui disponible sur le marché et de rendre les studios de bruit attractifs à travers la technologie et aussi à travers une modernisation des studios, parce que bon, même si jamais aujourd'hui ils sont opérationnels, c'est des studios qui ont été construits à la fin des années 70, début des années 80, qui malheureusement n'ont pas été entretenus comme il le fallait par les différents propriétaires successifs. Et donc l'idée c'est également de déployer un vaste chantier de rénovation des studios, de modernisation pour les rendre attractifs. Alors, au niveau français, évidemment, mais enfin bon, je dirais qu'aujourd'hui, vu la faible offre de studios en région parisienne et qui va pas s'arranger avec les années qui viennent, c'est une destination assez naturelle. C'est aussi les rendre attractifs au niveau international à travers cette digitalisation et virtualisation du plateau, d'un plateau dans un premier temps et éventuellement d'autres plateaux dans le futur. Et là, ce serait une première en Europe. Alors, on va dire Cocorico, oui, sûrement. Il y a quelques projets. Enfin, il y a énormément, en ce moment, un peu partout dans le monde, il y a énormément de gens qui prétendent avoir des studios virtuels. Bon, c'est une des problématiques. Il a fallu répondre à une demande aussi qui est liée à la pandémie et à la situation sanitaire que nous connaissons. Donc, il y a des solutions qui ont été développées à droite à gauche, qui ont été faites dans l'urgence, pour répondre à un besoin spécifique et instantané, encore une fois avec les moyens qui existaient, les moyens du bord. L'idée, nous, c'est vraiment de penser les choses différemment et d'être capable de se projeter sur les 3, 4, 5 ans qui viennent, plutôt que de répondre à quelque chose qui est instantané et spontané. Donc oui, a priori, je sais qu'en Angleterre ils sont en train de travailler sur à peu près le même projet, puisque tous les fabricants avec lesquels on discute en ce moment, on sait qu'ils sont en discussion avec les plateaux, avec Londres, sur à peu près le même projet, avec un cahier des charges qui doit changer juste une virgule entre leur demande et la nôtre. Donc voilà, donc l'idée c'est d'aller le plus vite possible, le plus sereinement possible et le plus efficacement possible aussi. C'est-à-dire que l'idée c'est pas de lancer un studio pour le plaisir d'annoncer quelque chose, c'est d'avoir quelque chose qui soit vraiment opérationnel. Margot, pour en revenir à ce que vous disiez là sur les collaborations, etc., ça a facilité les collaborations, mais dans le futur, vous voyez toujours travailler comme ça ou quand même revenir dans un bureau avec du monde ? On espère quand même tous qu'on va garder un côté humain. C'est pas rigolo tous les jours d'être chez soi, de mélanger vie privée, vie professionnelle. Non, je pense que tout est possible. Mais ce qui est bien, c'est qu'avant, je pense qu'il y avait beaucoup de freins qui étaient des freins purement
voilà, qui étaient de l'ordre de bah non, on a toujours fait comme ça nous embête que les gens travaillent de chez eux, ça nous embête, pareil, d'autres studios qui hésitaient à délocaliser une partie de leur travail. Enfin, nous, voilà, on travaille sur une partie de la chaîne de production d'un film d'animation. Beaucoup voulaient tout garder en interne, et là, confrontés à l'obligation, entre guillemets, de devoir travailler autrement, se rendre compte que ça fonctionne très bien, que même c'est plus simple pour certaines choses de ne pas avoir à tout gérer en interne. Et je pense que ça va rester. Ça va rester, c'est-à-dire que cette libération va rester, de pouvoir se dire, c'est une flexibilité, en fait, c'est une nouvelle corde de pouvoir se dire, bah non, on peut aussi fonctionner comme ça. Des fois, on a des problèmes de recrutement, de pouvoir aller chercher les talents où ils sont, que ce soit à l'étranger, mais que ce soit tout simplement dans le reste de la France, quand on travaille à Paris. Voilà, tout le monde ne veut pas vivre en métropole, tout le monde ne veut pas vivre dans des grandes villes, et ça, pour les artistes aussi, c'est un grand plus de pouvoir allier une certaine qualité de vie à vivre où on a envie aussi, et de pas être contraint à être à Paris parce que voilà, notre système fait que dans la post-production, c'est beaucoup des systèmes d'intermittence qui fait qu'on va d'un studio à un autre, et donc on est obligé d'être dans un endroit où il y a plusieurs studios parce que sinon on n'a pas de travail. Et là, aujourd'hui, les possibilités de recrutement sont beaucoup plus ouvertes. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses positives à tirer de tout ça. Maintenant, le fait d'être enfermé chez soi, H24, devant son ordinateur, pour passer ensuite devant sa télé, pour regarder un film le soir, voilà, parce qu'on peut même plus aller au cinéma, je pense que ça va tous... et au bout d'un moment, notre santé mentale va quand même y rester un petit peu. Et on a besoin de se retrouver. Et je pense que le meilleur compromis maintenant, moi, c'est ce que je commence à faire là, tant qu'on n'est pas confiné, c'est de faire 2 jours sur 3, par exemple, ce genre de choses, d'avoir 2 jours à plein temps pour faire justement du présentiel, des rencontres, etc., voir les équipes, et le reste du temps de réorganiser le travail pour qu'après, le reste du temps, on soit en télétravail et être aussi plus efficace. Je fais partie des gens qui habitent loin de Paris et qui font beaucoup de trajets. Les jours où je suis chez moi, c'est 3 heures de travail, 2 ou 3 heures selon la SNCF, de travail en plus que je peux donner aussi pour mon travail. Donc non, ça a changé, ça a vraiment changé les choses. Et puis ouais, les mentalités d'entreprise. Après, on va avoir la question de l'internationalisation de tout ça, et comment on fait face au fait que on peut recruter de par le monde, et donc les salaires aussi, hein. Est-ce qu'on garde les mêmes salaires si maintenant on habite dans des endroits où la vie est moins chère? Enfin, ça pose plein d'autres questions. Les crédits d'impôt, comment on gère les crédits d'impôt si on embauche des gens qui sont à l'étranger? Il y a plein de choses qui vont être posées, mais il y a quand même beaucoup de solutions positives à trouver à tout ça, je pense. Guillaume, cette crise, est-ce qu'elle a contribué à faire tomber certaines barrières? Est-ce que maintenant, par exemple, des collaborations entre le monde des jeux vidéo et le cinéma sont envisageables? Je pense que effectivement, ça a été un moyen de rapprocher déjà en termes techniques ces deux univers. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait pas mal de personnes du cinéma ou même de l'animation, hein, qui se sont retournées pour regarder ce qu'on faisait. Et on s'est tous un peu regardés. Moi, j'ai participé à quelques réunions avec à la fois des patrons de studios de jeux vidéo, mais aussi des sociétés de l'animation à l'international, et pour justement se réfléchir ensemble à comment on fait. C'est le premier réflexe a été technique, comment on fait pour continuer à travailler dans nos sociétés. Toi, comment tu fais? T'es passé par Amazon ou t'es passé par Google? Quel logiciel tu utilises? Voilà, on a eu beaucoup d'échanges comme ça. Et ce qui a été assez intéressant, c'est que de ces problématiques, j'allais dire très à court terme, on est rentré un peu plus dans le détail de... quelqu'un parlait de workflow tout à l'heure, de workflow, de pipeline, de la manière dont on fabrique ces créations. Et ça a amené un certain nombre de collaborations. Nous-mêmes, voilà, on a un peu plus discuté avec certains de nos partenaires ou avec certaines sociétés avec lesquelles on ne travaillait pas encore. Et donc là, on essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour partager de la technologie, comment on peut faire pour travailler ensemble sur certaines problématiques qu'on peut avoir les uns et les autres. Parce qu'en fait, on se rend bien compte que on utilise souvent les mêmes logiciels, on travaille très souvent avec les mêmes techniciens, on a des problématiques qui sont très similaires, et on aurait effectivement intérêt à partager plus dans tous ces domaines techniques. Pour revenir à ce qui vient d'être dit aussi, je pense que sur la partie très très importante, la partie humaine, la manière dont on va travailler ensemble demain,
Là aussi, je pense qu'il faudrait qu'on multiplie les échanges pour qu'on essaie de voir comment les uns et les autres, on gère certaines difficultés. Chez Quantic Dream, nous, on a basculé du présentiel au travail à la maison en 48 heures pour 80% de nos effectifs, 2-3 semaines pour celles et ceux pour lesquels c'était beaucoup plus difficile de mettre en place une solution technique pour leur permettre de travailler depuis chez elles et chez eux. Ça, c'était dans le moment de l'urgence. Maintenant, ça fait bientôt 1 an qu'on travaille comme ça, avec des choses qui fonctionnent, effectivement, mais à mon sens aussi des choses qui ne fonctionnent absolument pas et qui sont très, très compliquées aussi du point de vue humain, etc. etc. On a appris énormément de choses. Il y avait beaucoup de discussions. Nous-mêmes, on était en pleine réflexion sur le télétravail lorsque on a été précipité dans cette crise. On s'était donné 6 mois au mois de janvier 2020 pour trouver des solutions techniques, etc. Et en fait, les solutions, il a fallu qu'on les trouve en 48 heures. Voilà. Donc, on a basculé là-dessus. Mais nous, on n'était pas préparés techniquement. Nous, voilà, l'organisation, le management, etc. Mais nos collaborateurs ne l'étaient absolument pas non plus. Ils le sont souvent toujours pas. Ça pose des difficultés assez importantes. Il va falloir qu'on s'assoie autour d'une table, tous, dans nos métiers, avec nos collaborateurs et nos collaboratrices, pour qu'on réinvente la manière de travailler, pour garder le meilleur de pouvoir rester chez soi, avoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et on aspire tous à ça, mais aussi faire face à ces problématiques à la fois techniques, mais aussi organisationnelles qu'on a dans nos studios. Quand on travaille sur des projets tels que les nôtres, que ce soit du film, de l'animation, du jeu vidéo, c'est du travail de collaboration. C'est très important d'être autour de la table, tous ensemble à travailler. Il y a cette dimension humaine et d'échange, créative, artistique, mais aussi technique, elle est essentielle. Et je ne crois absolument pas que demain, on va pouvoir travailler de manière déshumanisée, à travers le monde, chacun de son côté, uniquement par un écran interposé. Je pense que c'est très, très mauvais. C'est utile, et ça va nous permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Ou qu'on avait du mal à anticiper, à organiser, mais il ne faut surtout pas qu'on rentre là-dedans. Est-ce que je peux réagir ? Bien sûr, Gilles, bien sûr. Juste sur la question de la collaboration des secteurs, c'est peut-être une transition sur un autre élément de discussion. C'est que, en fait, pour ne pas être... tout à l'heure, je disais que ça crée des opportunités, mais il y a aussi une problématique très court terme, c'est la concurrence des secteurs. C'est-à-dire, clairement, il y a des secteurs qui ont des débouchés, il y a d'autres qui n'en ont pas. Et ce que c'est en train de faire en ce moment, c'est qu'il y a des gens qui se réorientent, et tout simplement pour avoir un travail. Et donc, il y a toute une famille de savoir-faire qui est en train de quitter le cinéma, pour être clair, et qui va très, très fort vers le jeu vidéo, l'animation. Alors, il y a du cinéma d'animation, évidemment, mais ce n'est pas là qu'il y a les plus gros débouchés. Et donc, c'est un énorme problème parce qu'on est dans des métiers qui font beaucoup levier, parce que c'est des métiers de création, sur le compagnonnage. Et quand les personnalités importantes d'un secteur le quittent, tout simplement parce qu'il n'y a pas de débouché, et je pense qu'on peut trouver aussi des parallèles sur les tournages, si un décorateur n'a pas de débouché, il va finir par faire autre chose. Et du coup, ce sera très difficile de faire un retour. Et en tout cas, il y a un saut de génération, et c'est une des problématiques, à mon avis, extrêmement importante à résoudre. Parce que si ce compagnonnage n'a pas lieu sur les 18-24 prochains mois, il y aura un trou et ça va faire des dégâts sur la transition des savoir-faire. Et donc, c'est pour ne pas être congédique. Oui, il y a des transitions technologiques, mais il y a actuellement des secteurs qui peuvent assurer des débouchés, et il y en a d'autres qui sont interdits de le faire. Et donc ça, c'est extrêmement problématique. Oui, c'est ça. Parce qu'on aborde justement les dangers, les effets pervers. Yannick, j'allais vous passer la parole. Par exemple, le danger de votre installation, c'est le bon moment. Est-ce que c'est trop tôt, trop tard ? Est-ce qu'il y a un risque d'obsolescence rapide ? Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire mon voisin. Le jeu vidéo a effectivement un pouvoir attractif. Enfin, c'est pas nouveau. Hein. C'est quand même, ça fait maintenant presque plusieurs décennies, on pourrait dire. Moi, je vois en revanche sur la partie cinéma et spectacle, on voit des gens venir justement du jeu vidéo grâce à la numérisation, à la digitalisation. Le projet sur lequel on travaille avec le studio virtuel, le XR Studio, a installé à Brie cet été. On a fait appel à des gens qui viennent effectivement
pour une partie des jeux vidéo, parce que les logiciels de traitement de l'image, ils viennent de là. En temps réel, on n'a pas réinventé la roue, on se sert de ce qui existe. Et on a à nouveau, grâce à cette digitalisation, à ce qui se passe de manière accélérée en ce moment, on a des gens qui, à nouveau, ont un intérêt vers le cinéma, la série, parce qu'il y a aussi de plus en plus de choses novatrices dans ces domaines-là, dans le spectacle vivant aussi, où il y a une demande de plus en plus forte, il y a une technologie de plus en plus pointue, avec des capacités rendues possibles grâce à la technologie, qui attirent à nouveau des gens et qui Moi, je suis persuadé qu'il y a un intérêt. J'ai aucun doute. Le problème, c'est les débouchés. Oui. Les débouchés concrets avec le nombre d'emplois créés. Si on regarde cette année, en fait, la destruction nette des emplois, par exemple, dans le secteur des effets spéciaux, elle est largement compensée par la création des emplois dans l'animation. Ou peut-être pas compensée, mais en tout cas très proche. Parce qu'on a une demande en animation qui est absolument colossale. Elle ne se fait pas sur les mêmes zones géographiques, clairement, parce qu'il y a cette dématérialisation totale. Et donc, en net, selon certains territoires, il y a des gens qui se retrouvent simplement sans emploi. Donc, il y a aujourd'hui des gens qui étaient embauchés dans les effets spéciaux qui doivent trouver d'autres carrières. Et donc, quand ils ne peuvent pas se reconvertir dans l'animation parce que ce n'est pas du tout ce qu'ils ont envie de faire et que par ailleurs, on se sert des mêmes machines, mais ce n'est pas les mêmes choses. Certains peuvent aussi trouver des jeux vidéo, mais il y a aussi des gens qui doivent faire un autre métier, quoi, purement et simplement. Et donc, cette transformation, plus elle dure, plus elle va avoir un impact lourd sur des gens qui ont des familles et qui doivent trouver un emploi. Et donc ça, c'est un des enjeux, à mon avis, qui est absolument colossal. Voilà. Donc nous, en France, on a d'ailleurs, c'est quelque chose que les auditeurs doivent savoir, c'est qu'il faut mobiliser son plan de formation, le cas échéant, dans ces périodes de difficulté. Mais au-delà des ressources que ce genre de plan de formation peut soutenir, il y a peut-être une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on fait pour... il y a les méthodes, le système d'année blanche pour les intermittents, mais il y a un moment où il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre, quoi. C'est ça qui est compliqué. Voilà. Pardon. Okay. Non, mais c'est effectivement le côté humain qui est quand même absolument fondamental, parce qu'on a tendance quelqueusement à l'oublier. Cette crise a été ravageuse pour les intermittents et le spectacle vivant également, qui est horriblement impacté. Mais pour en revenir à un investissement comme le vôtre, un investissement financier, technologique, est-ce qu'il n'y a pas également, quand même, vous parlez justement, Mandalorian a été fait avec des écrans LED d'ancienne génération. Est-ce que le risque de Brise-sur-Marne, c'est qu'il ne soit pas d'ancienne génération dans 2 ans ? Ils seront forcément d'ancienne génération à un moment donné. Maintenant, on va croiser les doigts et on va espérer que cette obsolescence, elle va être le plus loin possible. Effectivement, les écrans sur lesquels on est en train de travailler en ce moment, ils sont disponibles depuis maintenant 12 à 18 mois, cette génération-là, Cobb, avec des pitchs qui sont très 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 fins. Il y a déjà une génération sur laquelle les fabricants travaillent et qui est déjà disponible. Bon, ou qui va l'être dans très peu de temps. Maintenant, le sujet de l'obsolescence et de l'investissement, en tant qu'entrepreneur, il y a un moment donné, il faut savoir prendre des risques aussi. Alors, on est dans cette chaîne de valeur, on est un tout petit peu au bout de la chaîne. Hein. C'est-à-dire que c'est pas nous qui décidons demain matin de la manière dont vont être écrits les scénarios, les séries, les films, réaliser les effets spéciaux. Nous, on est à la fin de la chaîne et on est tributaire de cette chaîne-là. Maintenant, peut-être qu'on pourrait effectivement travailler de manière un peu plus cohérente et un peu plus proche pour réfléchir aux moyens techniques nécessaires pour pouvoir donner plein sens en fait à l'écriture, peut-être, à la production, ce qui aujourd'hui existe quand même assez peu. Dans cette chaîne-là, pour le vivre au quotidien, il y a quand même une segmentation assez forte entre les créatifs, la production, la partie financière, les techniciens, voilà, donc que ce soit dans le spectacle ou dans le cinéma, c'est pas propre au cinéma ou à la série ou à la télévision. Donc oui, il y a un risque à prendre. Je dirais que la crise sanitaire qu'on a connue là a effectivement, comme on le disait tout à l'heure, modifié de manière assez sensible certains équilibres, sans parler de révolution, parce que c'est pas une révolution. Moi, je pense pas que ce soit inéluctable, et je pense que ce qu'on est en train de vivre, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, je pense pas que ce soit particulièrement sain psychologiquement et moralement pour la plupart des travailleurs. Il y a des bonnes choses à prendre, effectivement. Il y a
ça aura accéléré, ça doit permettre d'accélérer en fait certaines manières de travailler, mais c'est pas la panacée et ça ne doit pas devenir la norme. Je vois pas comment. Enfin, c'est impossible. Donc voilà, par rapport à notre investissement, c'était le moment qu'on a choisi aussi parce qu'on a eu le temps de la réflexion et qu'on s'est dit que il fallait qu'on y aille, sachant qu'il y a énormément de projets. Encore une fois, ça va pas être une révolution non plus. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui dans le monde autour de cette problématique-là, liée en partie à la crise sanitaire qu'on connaît, mais aussi à d'autres questions beaucoup plus complexes de financement, de bouclage de budget, de rentabilité, de rationalisation qui sont nécessaires aussi dans nos métiers. Carole, vous avez une réaction, c'est ça? Réaction à chaud, et je suis très très contente de participer à cette commission parce que je me rends compte qu'il y a des outils techniques qu'on ne maîtrise pas en tant que producteur, et notamment au moment du développement, où on pourrait peut-être moins se censurer sur certaines séquences où on se dit mais non, on va jamais pouvoir. Enfin, en général, on essaye de pas se censurer au moment de l'écriture, mais en tout cas, je m'aperçois qu'il y a vraiment donc c'est une réflexion à chaud en me disant il y a en tout cas des ponts peut-être à développer entre la partie post-prod et la partie en amont, même au niveau de l'écriture. Et une autre réflexion, quand on parlait d'obsolescence, moi j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il y a toujours une surenchère sur les éléments de livraison qui doivent être de plus en plus, je sais pas, on parle même plus de 2K, 4K, 8K, je ne sais quoi, je suis pas du tout technicienne, pour au final regarder des films sur des écrans d'ordinateur. Donc je pense qu'on pourrait aussi peut-être, alors je sais pas si c'est possible, mais avoir une espèce de concertation pour freiner un peu ce délire de technologie. Et quand je parlais tout à l'heure du micro qu'on avait livré à un comédien qui avait fait lui-même ses post-synchro, finalement, c'est très bien passé. Pourtant, les conditions d'enregistrement n'étaient pas du tout celles du studio, mais à un moment donné aussi, il faudrait peut-être se dire qu'est-ce qu'on privilégie au bout du compte. Et si on met plus de moyens sur la créativité, qui a des solutions techniques qui permettent justement de faire des choses qu'on n'imaginait pas avant, c'est peut-être plus intéressant que de mettre l'accent sur le degré de précision des images qu'on livre ou des sons, et qui sont beaucoup moins intéressants en termes de récit, quoi. Voilà, c'était une réflexion. Il marche ? Si, c'est bon. Il y a la question de l'obsolescence et puis il y a la question du revival ou du passé aussi, qui revient régulièrement visiter en fait nos Donc, on parle de caméras en 4K, 8K, etc. Sur les optiques, on a un retour de recherche de vieux optiques pour retrouver un grain. Donc, il y a l'obsolescence qui est devant nous, et puis il y a aussi le retour du passé qui régulièrement vient nous visiter pour modifier les besoins. Alors, sûrement, je prends un domaine que je connais très bien. Je suis passionné de musique, mais si jamais on prend le vinyle, je trouve que c'est le plus bel exemple de retour en grâce d'une vieille technologie face à l'obsolescence programmée qu'on vit au quotidien. Ou dans l'automobile, la prochaine 4L électrique. Oui, juste pour revenir un petit peu, parce qu'on arrive vers la fin de cette table ronde, malheureusement, comment on prépare l'après. Justement, l'après, il est peut-être temps qu'on en sorte. Carole, en tant que productrice, les marchés virtuels, c'est magnifique que ça existe, mais au bout d'un moment, ça a quand même des limites. Moi, je me posais la question, par exemple, pour les nouveaux entrants. Vous êtes identifié, c'est relativement aisé de trouver des interlocuteurs. Comment on fait un nouvel entrant en ce moment ? C'est ce que je disais tout à l'heure au niveau du renouvellement de la création. Ça vaut évidemment pour les auteurs, mais ça vaut aussi pour les producteurs, pour les distributeurs, etc. Donc c'est sûr que ça, c'est une question, je dirais, de politique publique, de savoir qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut réformer notre écosystème. Donc si on laisse faire librement le marché, c'est sûr que tout va naturellement migrer vers le digital, vers les plateformes, et je ne pense pas que ce soit forcément pour le bien de la création en général. Oui, par rapport à la sortie de crise, Guillaume, vous me disiez là, on touche quand même les limites de ce qu'on peut faire à distance au bout d'un moment. Même pour développer un jeu, vous avez besoin de vous mettre autour d'une table et peut-être de parler tout simplement, non ? Ah oui, absolument. Hein. Ça a été, nous, on a interrogé nos collaboratrices et nos collaborateurs assez régulièrement à travers des sondages, pour savoir comment justement ils s'adaptaient à cette crise sanitaire, travailler chez eux, etc., etc. Et en fait, ça a été assez cohérent en fait comme réponse tout au long de cette crise, et ça continue malheureusement.
on se rend compte que plus les gens sont... Alors, je vais généraliser, j'aime pas trop ça, mais c'est pour donner des ordres de grandeur et des tendances. Pardon. Mais plus les gens sont jeunes, déjà, plus ils souffrent d'isolement. Moins bien ils sont aussi équipés, j'allais dire, chez eux. Moins ils ont de place, et donc plus cet éloignement du studio leur pèse. Plus les gens ont des enfants, et plus c'est compliqué de travailler, surtout dans cette période du début où les écoles étaient fermées. Et donc, ça pose aussi ce genre de questions, c'est-à-dire qui sont les collaboratrices et collaborateurs avec lesquels nous travaillons, et comment je peux, moi, en tant qu'employeur, leur offrir la bonne solution qui correspond à leurs besoins, au moment de la vie dans lequel ils sont, etc. etc. Donc, c'est complexe. Pourquoi ? Parce que on avait l'habitude de proposer à nos collaboratrices et collaborateurs, finalement, les mêmes conditions. Hein, on leur proposait tous de venir dans nos locaux. Ils avaient tous des moyens techniques, des salles de confort, etc., etc. Mais tout le monde était à la même enseigne. Et là, maintenant, il va falloir qu'on fasse un petit peu plus de à la carte, sans doute. Et ça pose des problèmes, parce qu'il y a certains qui vont dire bah, attends, mais elle ou lui, tu lui proposes ça, mais moi, oui, mais toi, tu as plus de 32 ans, or, tu vois, dans notre grille, tu n'as pas 4 enfants. Mais voilà, c'est ça la difficulté demain, à mon sens, c'est de s'adapter le mieux possible à ces nouvelles possibilités, mais s'adapter non seulement nous, employeurs, mais aussi nos collaboratrices et nos collaborateurs. Et de réussir à continuer à bien travailler ensemble. On parlait de locaux tout à l'heure. Chez Quantic Dream, près de 20% de nos locaux ne sont pas des espaces de travail, mais c'est des espaces de détente. Bon, autant vous dire qu'on les a inaugurés juste avant la crise sanitaire, enfin un peu avant. Ça ne nous sert pas à grand-chose aujourd'hui, quoique ça nous permet notamment d'organiser des déjeuners très espacés, etc. Donc si, ça nous sert quand même, mais voilà. Et c'est ça qu'on veut en fait, pouvoir continuer à faire aussi dans nos studios, c'est de proposer des espaces de vie et de partage. Et ça me paraît extrêmement, extrêmement important. Est-ce que je peux permettre juste de rebondir Bien sûr, Margot. Il ne reste plus beaucoup de temps, oui, mais je vous en prie. C'est juste ça soulève un autre problème, tout ce qui vient d'être dit, c'est qu'on parlait des nouveaux acteurs, mais moi je donne beaucoup de cours en école et je vois la situation des étudiants en ce moment qui vont être diplômés, parce que nous, par exemple, on est dans un petit studio, les autorités associées, quand on est passé à distance, tout le monde se connaît, on a l'habitude de travailler ensemble, chacun rentre chez soi, c'est facile pour un manager de gérer une équipe, on se connaît humainement aussi, pas que sur le travail, mais quand on fait entrer une nouvelle personne dans l'entreprise et qui plus est quelqu'un qui sort du cursus universitaire, cette personne, elle doit faire ses preuves. On la connaît pas, on ne sait pas dans quelles conditions elle travaille. C'est généralement des gens qui ont peur d'appeler sur Zoom ou sur Skype pour dire j'ai un problème, donc qui galèrent chez eux autant que voilà. Et donc c'est vraiment encore plus le grand bain qu'avant, quoi. Vous êtes jeté à l'eau et puis si vous ressortez la tête de l'eau, tant mieux. Et puis sinon, tant pis. Et qu'est-ce que c'est aussi comment on fait du mentoring ? Avant, on prenait un nouvel artiste, on l'installait à côté d'un senior et on disait bon bah voilà, il va t'expliquer le pipeline, il va t'expliquer comment on travaille. Si tu as une question, tu lui parles. Bah là, quand ces gens sont généralement dans leur petit studio ou retournent chez leurs parents pour bosser et qu'ils ont personne autour d'eux et qu'ils osent pas, il y a une vraie difficulté. Et moi, je sens de la part des étudiants qui sont pas encore diplômés une angoisse profonde mais déjà ils peuvent pas faire de stage, donc ils savent même pas ce que c'est que la vie en entreprise. Et puis comment on va faire en fait, comment on va se former et comment on va nous faire confiance, alors qu'en fait humainement parlant on ne se connaîtra pas, parce que personne ne pourra dire alors t'as fait quelle école et tu fais quoi le soir après l'école. Enfin voilà, il y a plus de conversation informelle en fait, on est jugé que sur son travail et pas sur ce qu'on est vraiment. Et ça, je pense qu'il y a un vrai problème qu'il va falloir absolument résoudre, parce que ça va être très très dur pour nos jeunes qui sont déjà très impactés par la crise. Carole, au point de vue production, la crise sanitaire, il y a eu un surcoût sur les tournages très clair, très net, très identifié ou pas ? Oui, ça a été quantifié. Vous m'entendez ? Oui. Et quand on parlait de lieu de vie, de rencontre, est-ce que c'est définitivement la fin de la table régie ou elle va revenir ? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai pour les tournages, c'est vrai aussi. On est aussi des entreprises où on a, chez nous, 25 salariés. C'est vrai qu'on ne se voit plus beaucoup en
ce moment, donc ça pose les mêmes questions. Mais peut-être qu'en effet, Gilles pointait la possibilité de concentrer le temps, on va dire, efficace chez soi, et puis peut-être explorer des nouvelles manières d'être ensemble qui ne sont pas nécessairement le small talk qu'on peut avoir au bureau, mais peut-être des moments plus constructif aussi, plus collaboratif, peut-être en extérieur. Il va falloir peut-être transformer les parcs et jardins de Paris pour créer des espaces. Pour aller dans des restos, parce qu'il y a des restaurateurs qui en ont besoin. Oui. Non, mais c'est vrai, il y a un truc. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ce que je trouve très intéressant, c'est que tous les entrepreneurs qui sont ici témoignent du fait que pour l'intégration, pour l'encadrement, il faut faire un supplément d'effort. À nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on a tous construit des endroits dans lesquels on pensait que faire entrer les gens, naturellement, ça crée cette fluidité, cette cohésion. Ça dépend de la taille des sociétés, mais moi, je sais que dans les sociétés que j'ai eu à gérer, il y avait quand même des problèmes d'intégration aussi des plus jeunes qui rentraient dans des espaces super sympas, conviviaux, etc., mais qui ne connaissaient pas spécialement plus de gens. Donc, c'est une barrière à l'entrée qui existait. Bon, évidemment, elle était fluidifiée par un certain nombre de personnalités dans l'entreprise qui prenaient sur eux de faire ce que l'entreprise ne fait pas, quoi, voilà. Et donc, je pense qu'on doit repenser l'organisation des sociétés en disant non, mais c'est ça l'activité de l'entreprise. C'est d'assurer la bonne intégration de tout le monde, de veiller à ce que les collaborations se déclenchent bien, qu'il y ait le bon dispositif de mentoring, etc. Je pense que ça peut être intéressant parce que ça le place comme un sujet de premier plan dans le contexte du distanciel. Après, tout le monde souhaite que le vaccin arrive le plus vite possible et qu'on puisse avoir une bonne immunité collective. Je serais intrigué à quelle vitesse on va revenir au monde d'avant. mais en tout cas, voilà, on a une porte ouverte et c'est du domaine des possibles. Et je pense que cette porte ouverte, elle peut avoir des gros impacts environnementaux. Et c'est finalement, après le vaccin, après le virus, le plus gros problème qu'on a à résoudre quand même. Oui, bah justement, Benoît, c'était un peu à vous que je réservais le mot de la fin. Donc, le tout virtuel, c'est à l'étude, mais c'est pas quand même la panacée. Et puis, il y a des effets pervers déjà qui sont constatés à Londres. Apparemment, les tournages qui attiraient les tourismes, plus personne n'irait voir des écrans LED. Oui, ben, par exemple, le National Trust, ils se disent mais plus personne va venir voir. En fait, une des grosses sources de revenus du National Trust, c'est le tourisme, par exemple, sur les décors qui ont été utilisés dans Harry Potter. Donc maintenant, ils se disent mais avec quel film on va arriver à développer le tourisme dans les territoires. Après, bon, donc, ce que je voulais dire, c'est que cette dématérialisation de la production, donc bien sûr, elle a des effets positifs en termes de diminution des transports, hein, parce que voilà, les transports thermiques, ce sont ceux qui émettent le plus, hein. Une voiture en moyenne en France, c'est 138 grammes de CO2 équivalent par kilomètre. Et donc Patrice, pour cette table ronde, il m'a collé un petit quiz. C'est arrivé à déterminer quelle était l'empreinte carbone d'une visio. Alors, donc, j'ai cherché la littérature, donc il n'y a pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Donc, voilà, donc j'ai utilisé les spécifications de Zoom. Donc, Zoom dit que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une bande passante de 1,5 mégabits par seconde. Donc, ensuite, j'ai considéré qu'on allait faire une visio à 6. Donc, chacun avec un écran et un ordinateur de bureau. Et je suis arrivé au calcul grâce à un article de recherche, des bases de données, etc. Je suis arrivé à une empreinte carbone par personne de 3,77 grammes. Ce qui est vraiment pour une heure, avec Zoom en 720p en HD. Donc, ce qui est vraiment rien du tout. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, on a beaucoup de chance parce que l'intensité carbone du kilowattheure est décarbonée. Parce qu'on est quand même à 57,1 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure, alors qu'en Allemagne, on est à 465 grammes et en Angleterre, on est à 457. Donc, bon, c'est une chance, mais il ne faut pas qu'on tombe dans des travers. Et ces travers, souvent, c'est les effets rebonds. C'est-à-dire, on se dit, bon, ben, maintenant qu'on a supprimé une contrainte d'utilisation d'une nouvelle technologie, que ça coûte moins cher ou qu'en termes physiques, ça consomme moins d'énergie, ben, ce n'est pas une raison pour
pour continuer, en fait, pour augmenter la demande de cette technologie. Donc, ce que disait tout à l'heure Carole sur aujourd'hui on est au 4K, demain on est au 8K, après-demain on sera au 16K. Voilà, avec le nouveau standard d'encodage H266 qui supporte le 16K. Voilà, est-ce que tous les contenus, est-ce qu'ils auront besoin d'être en 16K ou en 8K? Donc, il va falloir faire des arbitrages et avoir une réflexion de fond. Donc, plutôt qu'être dans le toujours plus, il faut essayer d'être dans le toujours mieux. Et une grosse partie du travail environnemental, c'est optimiser ce que l'on a déjà. Et donc, étendre la durée de vie des produits, des écrans LED, et avoir cette réflexion en amont pour diminuer notre impact. Et c'est grâce à ça que on arrivera à atteindre une réduction des émissions carbone de 50% en 2030, ce qui est mandatory, obligatoire dans la réglementation européenne, et ça nous permettra de faire des économies. Voilà. Donc il faut tous qu'on s'y mette un petit peu. Voilà. Mais c'est tout à fait possible. Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'une règle, cette question de 4K, 8K, 16K, je veux dire, est-ce que ça pourrait être standardisé pour éviter la course à l'échalote, il y a un grand précédent dans le domaine du cinéma qui a été la norme DCI et qui a effectivement pendant un temps évité l'escalade au moment de la diffusion en salle. Donc la réponse est oui, c'est tout à fait possible. Et donc à partir du moment où il y a une normalisation de la sortie, effectivement ça calme l'armement à l'entrée. Bon, écoutez, merci beaucoup. Donc Benoît nous a rassuré, cette conférence était vertueuse dans tous les sens du terme. Merci à tous et au revoir.